contenu, abonnement, temps disponible, Sky is not the limit. Et puisque chacun fait sa wishlist, toi c'est l'Accor Arena, moi c'est plutôt le Gibus et le Palace, mais donc c'est en tout cas pour l'année prochaine. Voilà, c'est noté. Un mot à propos d'Amazon, j'ai jeté un coup d'œil et puis d'autres dans mon équipe ce matin avant de venir. Et effectivement, on nous avait annoncé une charge limitée, c'est très limité. Pour ce qui me concerne, sur 10 programmes que j'ai lancés, je n'ai vu qu'un annonceur qui était les vélos électriques Decathlon. Et pour le reste, surtout, petite surprise, un pop-up important, la première fois que vous vous connectez, qui vous dit « Mais vous savez, si vous ne voulez pas de pub, vous pouvez vous abonner à l'offre supplémentaire à 1,99 par mois, avec juste une question sur, finalement, à court terme, est-ce que le quick win, ça va être sur les revenus de cette option, ou est-ce que ça sera réellement la pub ?» La suite nous le dira. Pour rentrer dans le vif du sujet, et essayer de faire taire ce Larsen, voilà, c'est mieux ici. La fin du Toujours Plus, c'est l'autre version de Sky is not the limit, et c'est la sortie d'une période dans laquelle on a cru que on était dans un cercle vertueux, je sais pas, en tout cas ce sorte de Toujours Plus, dans lequel on pouvait produire toujours plus de contenu. 6 mois, c'est ce que j'avais calculé il y a quelques années, quand il sortait à peu près 600 séries américaines nouvelles par an. En fait, j'avais compté que pour les visionner toutes, il fallait consacrer 6 mois d'une année entière, sans dormir, sans manger, donc uniquement consacré à visionner. Et puis j'ai lu il y a quelques jours un autre chiffre, je crois que c'est l'Observatoire européen de l'audiovisuel qui a fait un autre calcul un peu dans le même genre. Je ne sais vraiment pas où pointer mon bras. Voilà, 350 années. Ça, c'est le temps qu'il vous faut pour visionner tous les programmes qui sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de SVOD aujourd'hui. 350 années, donc à mettre en regard avec ces 6 mois qui font presque figure d'un instant, mais peu importe, on était dans une mécanique du produire, là encore, toujours plus, apporter davantage de contenu. En face de ces contenus, il y avait des écrans, et là aussi, le téléviseur, alors aujourd'hui, le baromètre trimestriel qu'on réalise avec Harris Interactive nous donne un taux de possession du téléviseur de 88%, auquel il faudrait ajouter au rayon des très grands écrans le rétroprojecteur. Aujourd'hui, c'est à peu près 10% sur les 15-34 ans, par exemple. Et puis surtout, on s'est dit qu'il y avait des tas d'autres écrans qui s'y ajoutaient, celui du smartphone, de la tablette, du PC. Là, on a atteint un taux d'équipement presque universel, 95% des foyers en France à peu près. Et c'est ainsi qu'on a poussé, toujours dans cette logique de distribution de services payants, le taux d'abonnement des Français à un service payant de 25% il y a 20 ans, au moment où la TNT est apparue et où Canal+ et les bouquets du câble à l'époque étaient la principale offre payante, jusqu'à 56% aujourd'hui et 2 services de 56% d'abonnement à la SVOD et 2 services en moyenne par foyer abonné. Donc, on a pensé que l'offre créait toujours sa propre demande et qu'on avait, encore une fois, une boucle qui allait nous emmener jusqu'au ciel, ou en tout cas jusqu'à des lendemains heureux en termes de développement des offres payantes et de revenus que ça générait. Ça, c'était, je dirais, la deuxième partie de la décennie 2010 et jusqu'à, disons, 2021-2022. Et puis, on a réalisé que la boucle avait du mal à se boucler. 23 milliards de dollars, c'est ce que les 4 studios américains ont perdu entre 2021 et 2023 sur leurs activités dites de D2C, donc sur le développement de leur plateforme de streaming payant. 23 milliards de dollars, c'est une somme, et ça a amené à reconfigurer quelque peu ou à réviser quelque peu la doctrine. La deuxième limite, c'est celle du temps. Le temps vidéo, il est aujourd'hui en France de 4h29, en 2023 précisément, tous écrans confondus. Et puis, une
un intangible, une constante, c'est la place du téléviseur dans ce temps vidéo. 80-85% en France, au UK, aux États-Unis. Autrement dit, le fait de multiplier les écrans n'a pas multiplié pour autant le temps que les uns et les autres peuvent y consacrer. On est aujourd'hui, encore une fois, 80-29 de temps vidéo, 80-85% sur la télé. Je vous laisse faire le calcul. Puis la troisième limite, c'est celle peut-être du porte-monnaie, du pouvoir d'achat, en tout cas de la disponibilité à payer. Ça fait 6 trimestres aujourd'hui, dans le baromètre que j'évoquais, qu'on constate une fluctuation, une sorte d'oscillation autour de la barre des 55% de foyers abonnés en France. C'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans, mais encore une fois, ça ne progresse plus. J'ai vu que hier, Médiamétrie, d'ailleurs, faisait le même constat s'agissant du Royaume-Uni ou des États-Unis. On a l'impression d'être arrivé à une forme de plateau. Le deuxième aspect, quand on zoome un peu sur les populations, c'est chez les plus de 50 ans, on reste aujourd'hui à des taux inférieurs à 50%, donc en France seulement, et ça se maintient de trimestre en trimestre en dessous de 50%. Et quand on interroge ces plus de 50 ans sur pourquoi ne pas s'abonner, l'argument, alors pour eux comme pour les autres, le premier argument qui revient, c'est celui du prix. 48%, donc presque 1 sur 2 qui considèrent que c'est trop cher. Trop cher par rapport à quoi? C'est toujours quelque chose d'un peu abstrait. En tout cas, cet argument du prix qui revient en premier parmi une dizaine d'items qu'on avait proposés. Le deuxième aspect, c'est pas d'intérêt réel. Et peut-être aujourd'hui, le focus, l'attention, il y a moins d'effets waouh autour des nouveaux lancements, des nouvelles séries, des services de SVOD. Elles occupent moins l'espace, elles procurent moins de présence à l'esprit, donc finalement elles déclenchent peut-être un petit peu moins d'envie. Et puis le troisième aspect, c'est l'offre gratuite, la concurrence. Et donc, c'est plus de 50 ans, il y en a 40% ou pas loin, enfin, qui nous disent, bah, finalement, je m'en contente. Ça, c'est une enquête qui a été réalisée en décembre 2023. Donc, on la réitérera certainement pour voir si, après lancement de TF1+, M6+, potentiellement, et la nouvelle formule de France.tv qui nous est annoncée pour la rentrée, ça continue à déplacer des lignes. Autrement dit, si les éditeurs de gratuit, d'une certaine manière, reprennent une forme d'offensive. Finalement, les streamers ont contre-attaqué en segmentant leurs offres pour améliorer la pénétration, répondre par exemple à ce sujet du prix sans détruire de la valeur, donc en générant malgré tout en continuant à générer des revenus. Ils ont fait d'un prix unique une fourchette de prix. Ça commence à 6 € aujourd'hui, les forfaits avec publicité, mais avec de la publicité précisément, donc qui doit apporter un complément de revenus. Et puis, dans le même temps, le prix des forfaits sans pub, lui, il a été poussé vers le haut jusqu'aux environs de 20 €. Au final, donc, l'ensemble du marché se retrouve à travers donc la monétisation de ces forfaits avec pub, mais l'ensemble des autres offres qui préexistaient la télévision et leurs plateformes ou qui sont apparues dans les dernières années, la VOD, les FAST ou YouTube sur le téléviseur, donc autour de la monétisation par la pub et donc de la pub CTV. Alors, des chiffres qui ne sont pas évidemment des chiffres d'audience, qui sont des chiffres d'habitude d'usage, tels qu'on les mesure avec ce baromètre. Là, vous avez des chiffres 15+. Les constats ou les niveaux seraient un peu différents si on prenait les femmes de 15 à 49 ou les 25-49 ans pour ne prendre que ces deux cibles, mais les ordres de grandeur seraient un petit peu différents, les écarts et les hiérarchies seraient assez similaires. En termes de couverture, d'abord, ça c'est le deuxième chiffre, couverture hebdomadaire. On voit clairement que la télévision, quand on lui adjoint et quand on comptabilise aussi ces plateformes à la demande, donc télé linéaire plus BVOD, ça reste absolument incontestable en termes de couverture, donc 86% d'habitude d'usage, encore une fois, dans notre étude, presque 2 fois plus que la SVOD, et donc YouTube à 36%, la VOD et les FAT à 15%. On est dans
dans des ordres de grandeur, je dirais, très clivés, très clairs. Mais au-delà de la couverture, dès lors qu'on monétise des espaces, on a besoin de développer un inventaire, enfin, d'apporter un inventaire important, l'habitude, le volume de fréquentation est aussi une variable à peu près aussi clé. Et là, si on regarde dans des habitudes d'usage quotidienne ou presque, c'est la formulation de la question, on est dans des écarts qui sont encore un peu plus important, 61% pour la télé et la BVOD, contre 14%, 13-14% pour la SVOD et YouTube, et un petit chiffre de 3% pour la VOD et les FAST. Autrement dit, quand on parle à la fois d'ancrage dans les habitudes, mais aussi de volume de fréquentation, il reste un écart important, très important, en faveur de la télé linéaire, et enfin des acteurs du broadcast. Mais ça, c'était hier, décembre 2023 en l'occurrence. Et chacun, pour autant, a son challenge pour demain. Pour les acteurs du broadcast, le premier, ça a été la distribution. Ne plus être simplement dans des box, mais aller en avant des nouveaux usages, des nouveaux écrans, et en particulier de la Smart TV. C'est ce qu'a fait, c'était une grande partie de la démarche de TF1+, le début janvier. C'est ce qui va être... le 15 mai, puisqu'on connaît maintenant la date, la démarche de M6+. Autrement dit, un challenge de distribution, et pas seulement d'ailleurs d'être présent sur tous ces terminaux. C'est d'être présent en bonne place, d'être présent dans le premier niveau de visibilité. TF1 a signé un accord avec Samsung qui va faire que l'appli TF1+, va être en premier niveau de visibilité sur les Smart TV Samsung pendant 2 ans. C'est vraiment ne plus considérer qu'une position historique vous donne une sorte de droit ou de garantie à être regardé, à être présent dans les esprits, c'est aller en avant et au contact du spectateur. Pour la SVOD, c'est un sujet de programme et de programmation et de conciliation de ce qui pourrait être un paradoxe ou une difficulté. Quand on paye pour un service, c'est souvent pour acheter de la différence, quelque chose de différent. Quand on paye jusqu'à 20 € par mois pour Netflix, c'est qu'on ne veut pas voir la même chose que ce qu'on voit ailleurs. Mais dans le même temps, développer l'inventaire publicitaire de Netflix, ça veut dire rentrer dans des logiques de fédération, rassembler, et d'allongement de la durée d'écoute. Est-ce qu'on propose les mêmes programmes, selon qu'on est plutôt dans une démarche, encore une fois, de réponse à l'abonné, celui qui paye, et donc a besoin de se dire qu'il voit quelque chose de différent, ou celui qui... encore une fois, veut du contenu plus fédérateur. S'agissant de YouTube, il y a un vrai sujet sur les formats longs. YouTube communique beaucoup sur les formats longs en disant que c'est la moitié du temps passé par ceux qui regardent YouTube sur le téléviseur. En travaillant à partir des données du BARB, donc en Angleterre, on a pu établir qu'en gros, aujourd'hui, les formats longs de YouTube sur le téléviseur, c'est 3 à 4% du temps passé du temps vidéo passé sur la télé. Donc clairement, un des challenges de YouTube, c'est de continuer à développer une offre, de formats longs et capable de développer une audience. Finalement, pour la VOD et les FAST, c'est un peu un double challenge de premiumisation des offres, et avec, pour exemple, l'accord signé entre Samsung TV+, et le groupe Altice, qui a permis, ou qui a vu du coup les chaînes TNT d'Altis, BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, arriver sur Samsung TV+, en fin d'année dernière. Et puis là, ils ont triplé la mise avec 8 chaînes FAST réalisées par Altice, donc qui sont arrivées ces derniers jours. Et un deuxième challenge de distribution, c'est je dirais presque le chemin inverse des broadcasters. Les broadcasters sont sortis des box pour aller vers les Smart TV. Pour la VOD et les FAST, le challenge, encore une fois, il est plutôt inverse. N'être plus seulement sur les Smart TV, mais de gagner une place dans les plans de service des opérateurs. Et c'est le sens, par exemple, de l'accord passé, ou du fait que maintenant les nouvelles chaînes FAST d'Altis sont aussi disponibles dans le plan de service de SFR. Finalement, 3 challenges rapides pour terminer. Rapide. Fast.
Absolument. On a parlé des challenges de chacun de ces 4 acteurs. Il y en a un que tous et que le marché dans son ensemble a en partage. C'est évidemment celui de la mesure d'audience. Première chose, savoir ce dont on parle quand on parle d'un contact. Alors, à gauche, c'est l'exemple déjà ancien du GRP vidéo. Est-ce qu'on compte de la même manière un spot vu plein pot sur une télévision ou vu en quart d'écran sur un écran mobile, l'un pendant 20 secondes, l'autre pendant 3 secondes? Il y a des groupes de travail de gens savants, beaucoup plus savants que moi, qui s'en occupent aujourd'hui, donc je m'y attarde pas. Le deuxième, c'est presque dans les têtes, mais aussi dans la façon dont ça va se traduire dans le marché, sortir un peu des couloirs avec lesquels on a vécu ces dernières années, dans lequel, en gros, le streaming, c'était forcément à la demande, le broadcast, c'était forcément du live. Aujourd'hui, et j'ai pris l'exemple du Super Bowl, l'audience réalisée live en streaming du Super Bowl a été multipliée par 10 au cours des 10 dernières années. Ça commence à représenter des volumes significatifs. Autrement dit, le live s'invite aussi en streaming et réciproquement. Ça, c'est l'ensemble auquel il faut redonner une cohérence. Troisième chose, dernière chose, c'est pas perdre ce qui existait, ce qui était acquis dans la mesure précédente. Et je prends pour exemple le co-viewing, et je m'y arrêterai là, avec l'exemple de Synchro. Synchro qui a été lancé ou annoncé par TF1+, qui sera lancé en juin, c'est présenté au public, et c'est un vrai service, comme un moyen d'avoir de la recommandation conjointe. On est 2 devant la télé. Si on s'est tous les 2 logués avant de rentrer sur la plateforme, elle va nous adresser un programme qui nous plaît à tous les 2. Nous recommander un programme qui nous plaît à tous les 2. D'un point de vue publicitaire, ça veut dire aussi qu'on aura pu mesurer et vérifier qu'il y avait bien 2 personnes devant l'audience. Autrement dit, dans l'audience télé historique, on sait, et on se pose plus la question à travers Mediamat et la logique du bouton poussoir, de savoir combien de personnes étaient devant un programme donné. Quand on arrive dans l'horizon et l'univers du CTV et du streaming, c'est beaucoup plus compliqué, et donc vivement 2025 et vivement maintenant, puisque c'est Laurence Delechappe qui va décrypter tout ce que j'ai essayé d'approcher. Merci Philippe.